Bonjour Jean-Marc Donatien. Bonjour Eric Dupin. Vous êtes président national du métier de carrossier pour Mobiliance. Pouvez-vous nous présenter Mobiliance, son historique, son activité, ses missions, le nombre d'adhérents, etc. Tout à fait. Alors Mobiliance est un syndicat qui a été créé en 1902 pour défendre les intérêts de la profession. Donc dans l'automobile, Mobiliance aujourd'hui, c'est 21 métiers, c'est à peu près 170 000 entreprises et pratiquement 500 000 emplois. Et sur ces 21 métiers, il y a 2000 élus qui au quotidien font le lien entre Mobiliance, donc Paris, et les régions. Donc c'est très territorial, on a un maillage territorial assez important avec des présidents de région, présidents départementaux. Donc voilà, c'est une belle entreprise, un beau syndicat, et on œuvre là au niveau des intérêts, comme je dis, de la profession, au plus près du terrain. C'est-à-dire qu'on est là présent en région et surtout en département. Vous voyez, on est vraiment très très proche de nos adhérents avec beaucoup d'interventions sur le terrain. D'ailleurs, moi-même, je reviens de Bordeaux et je suis la semaine prochaine en réunion à Aix-en-Provence. Donc vous représentez et vous défendez les métiers de l'automobile. Donc ça veut dire tous les métiers de l'automobile, les concessions, les carrossiers, tous les métiers. Voilà. En fait, vous avez la partie industrie. Ouais. Là, ce sont des constructeurs. Et ensuite, tout ce qui est représentatif de l'après-vente, donc de tous les métiers, que ce soit les stations-service, les centres des constructions, les VHU, que ce soit les deux roues, que ce soit les carrossiers, les concessionnaires, les agents de marque, j'en passe, les auto-écoles. Vous voyez, ça 21, maintenant presque 23, parce qu'on va parler d'électricité. On parle aussi là d'un nouveau métier chez nous, le rétrofit. Oui. Qui est à la mode, et là aussi ils font partie de Mobiliance. Vous voyez qu'on défend vraiment la profession dans son ensemble, de tout ce qui est partie après-vente. C'est un organisme patronal, hein. Ça veut dire quoi exactement? En fait, ce sont des élus, ce sont les chefs d'entreprise, les élus, et chaque adhérent qui paye sa cotisation aide justement à ce qu'on puisse défendre, avoir les moyens de défendre. Donc on est surtout, de par notre représentativité, au niveau des pouvoirs publics. Donc, si vous voulez, on rencontre les pouvoirs publics régulièrement. Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui? En fait, les adhérents, il y a 170 000 entreprises, donc imaginez, ce sont les adhérents. Oui. Chaque entreprise est adhérente à Mobiliance. Moi-même, en étant anciennement carrossier, j'étais carrossier chez entreprise et adhérent à Mobiliance. Alors on va parler justement un petit peu de ce qu'apporte et de ce que change en fait l'électrification dans votre activité et dans l'activité automobile d'une façon un peu générale. Même si vous êtes plus spécialisé sur la carrosserie, mais vous avez aussi, je dirais, la capacité de répondre sur des questions un petit peu plus générales sur le processus d'électrification aujourd'hui. Alors moi, j'ai parcouru le site Mobiliance. J'ai pas vu beaucoup de sujets liés à l'électromobilité ni à la voiture électrique. Et du coup, la question, c'est comment vous accompagnez les acteurs de l'industrie automobile dans l'adaptation à la mobilité électrique. Concrètement, ça se passe comment? Je sais pas. Par exemple, est-ce que vous avez des cas de figure, un carrossier, puisque vous connaissez bien le sujet, qui aujourd'hui doit réparer une voiture électrique? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors en fait, l'électrification nous fait pas. Déjà, sachez que on parle de la carrosserie, par exemple. Je peux parler de la prévente. Ouais. En général, dans l'automobile, ça fait plus d'une centaine d'années quand même un siècle qu'on est là sur place et qu'on évolue au fil du temps. On est passé des chevaux aux chevaux vapeur et depuis on n'a pas cessé d'évoluer. Donc aujourd'hui, l'électricité ne fait peur à personne. C'est juste un nouveau. Le moyen de locomotion a changé au niveau de la motorisation. C'est vrai qu'on n'est plus en thermique, on est en électrique. Le reste de la voiture reste exactement le même. Ce sont avec des roues, des volants, des freins, des suspensions. Il y a des éléments qui sont dessus, qui sont d'usure. Donc on aura toujours l'entretien. Au niveau de la carrosserie, c'est pareil. Les structures, les coques restent les mêmes. Les ouvrants, les portes, les haillons, les chocs avant Alors, ce qui va changer au niveau des chocs au niveau de la carrosserie, c'est uniquement au niveau qu'il y ait un moteur électrique à l'avant plutôt que d'un moteur thermique. Donc effectivement, on a beaucoup moins de pièces en mouvement. C'est la particularité. Sinon, depuis déjà de nombreuses années, on travaille sur l'hybridation. Donc on a déjà la capacité, on s'est déjà travaillé sur les voitures électriques, les voitures dites hybrides, où on avait la mise en sécurité pour nous les carrossiers et les gens de la prévente, une formation à ce niveau-là, de manière à pouvoir dissocier la partie haute tension de la partie thermique classique. Donc ça, tout le monde sait le faire.
dans la prévente comme dans la carrosserie. Le monde de demain, qui est là aujourd'hui avec les voitures dites toutes électriques, 100% électriques, c'est la même chose. En fait, on a des formations qui sont faites par le NFA, le GNFA. Il y a aussi CSV France à Poitiers qui le fait aussi, qui est une annexe, qui est en privé, mais qui rentre aussi avec la participation de l'OPCO pour les formations et le remboursement et l'aide aux formations. Donc en fait, quand on fait nos tours de région, comme je disais tout à l'heure, on était un maillage territorial, ce qui fait que dans les régions, quand on reçoit les gens, quand on fait des réunions, on leur explique bien. Il y a toujours des gens du GNFA qui viennent pour expliquer les formations, et donc les gens sont au courant. Mais on n'a pas peur aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur de se dire c'est électrique, on va plus rien faire. Il y aura toujours du travail. C'est différent et les métiers vont changer. Je pense que vous allez me poser la question. Ouais, vous avez justement au niveau des métiers. Alors les métiers évoluent forcément, vous l'avez déjà un peu dit. Est-ce que vous avez déjà identifié de nouveaux métiers? C'est-à-dire, alors vous avez mentionné le rétrofit, mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de nouveaux métiers qui vont arriver, de nouvelles branches qui vont venir compléter les métiers avec lesquels vous travaillez déjà? En fait, ils existent déjà, ces gens-là. En fait, il y a déjà des gens qui sont alors je sais pas comment on dit, électrotechnique, électromécanique, mais effectivement, il y a des gens qui sont maintenant formés pour commencer à rechercher des pannes sur les voitures électriques. Alors bien sûr, la plupart sont formés par les constructeurs, puisqu'il y a maintenant Tesla, BYD qui arrive sur le marché, même Peugeot, Renault commencent à faire des voitures 100% électriques. Donc du coup, en interne chez les constructeurs, il y a déjà des formations pour les futurs techniciens de demain. Ce sont des techniciens électromécaniciens, on va dire peut-être, qui eux vont avoir plus la partie comme on avait. Il fut un temps quand l'injection électronique est arrivée, on a eu une modification des gens qui réglaient les carburateurs. Ensuite, on a eu des électriciens qui étaient plus je cherche le mot, mais c'est des techniciens un peu supérieurs qui sont bloqués sur l'injection électronique. Et aujourd'hui, on va se dire qu'on a la même chose au niveau des techs, s'ils appellent les techs par exemple chez Renault, qui sont les techniciens qui sont là uniquement pour la partie électrique. Et ils vont pouvoir chercher justement les pannes, on va pouvoir avancer un petit peu plus. Le monde de demain, il est déjà prêt aussi, puisque je suis allé dans un centre de formation qui maintenant fait la réparation de batteries. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demain changer sur des modules de 400 volts les éléments. On va pouvoir changer des petits éléments de batterie. Donc c'est vrai que on avance. Aujourd'hui, la batterie, malheureusement, quand il y a eu un choc, on l'enlève, on la met de côté, on en remet une neuve. Demain, on va pouvoir les réparer. C'est là où ça devient intéressant. Mais donc, ces gens sont formés pour ça. Donc ça, c'est un nouveau métier qui arrive dans les ateliers, avec bien sûr tout ce qu'il y a derrière au niveau du matériel pour pouvoir travailler sur ces batteries, avec la sécurité qui va avec. Ouais, je regardais encore une fois sur le site Mobiliance, et quand je parle de nouveaux métiers, alors effectivement, vous avez mentionné l'exemple du passage à l'injection électronique, etc. Mais enfin là, je pense que le passage à la voiture électrique, c'est quand même un changement beaucoup plus important. C'est véritablement un nouveau paradigme, une nouvelle industrie. Et on le voit bien puisque les constructeurs peinent un petit peu à s'adapter. Donc on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus radical et un changement beaucoup plus important. Et du coup, par exemple, j'imagine dans les métiers avec lesquels vous travaillez qu'il y a aussi je sais pas, les pétroliers, les stations-service, etc. Et est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre groupement des entreprises qui font par exemple de la recharge de voitures électriques, des réseaux de recharge? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'un Ionity, est-ce qu'un Fastned, est-ce qu'un Electra est inscrit dans votre groupement? Alors aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que notre métier, on parlait des métiers, on a aussi le métier avec Francis Pousse des stations-service. Ouais. Et bien sûr, il est en cours de pouvoir modifier certaines stations-service et les équiper de bornes de recharge. La particularité d'une station-service actuelle, c'est que vous arrivez en 3 minutes, vous faites le plein et vous repartez. C'est fluide. Demain, s'il faut installer dans les stations-service classiques de nos jours un poste de recharge électrique, c'est minimum 20 minutes. On peut pas mettre 50 voitures sur une place dans un centre-ville, malheureusement. Donc, il y a des adaptations qui sont faites. On a aussi le métier, chez nous, le métier des parkings. Donc, du coup, là aussi, on est adapté. Et on a un métier maintenant aussi pour, justement, les bandes de recharge. Donc, on a des gens qui sont chez nous, chez Mobiliance, qui s'occupent de ce métier, qui est un métier sur
la mise en place des bornes de recharge. Vous savez que maintenant, aujourd'hui, il y a 100 000 bornes de recharge en France. Il en faut 10 fois plus. 125 000 maintenant, on augmente tous les jours. On forme les gens. En fait, quand on fait des réunions, j'en ai fait une il y a pas très longtemps, et on explique aux gens que ils peuvent, eux, garagistes ou carrossiers, pouvoir mettre chez eux, en fonction, encore une fois, de la place, une borne de recharge qui va être avec des aides de l'État, donc qui c'est assez intéressant. Et en fait, c'est un service en plus qu'on va pouvoir rendre aux particuliers. Si vous voulez, votre client qui vient déposer sa voiture, vous pouvez lui proposer une charge qui puisse repartir avec sa voiture chargée, moyennant un coût, bien sûr, mais on a une proposition de service. Vous voyez que la notion de service, elle est toujours là. Donc, on s'adapte aussi à cette notion de service. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que il y a une infrastructure à mettre en place et c'est assez coûteux, quoi. Dans les métiers de l'automobile aujourd'hui, puisque ça évolue beaucoup avec l'électromobilité, il y a aussi, vous savez probablement, beaucoup d'innovations, beaucoup de technologies numériques aussi. Est-ce que dans les entreprises que vous représentez, il y a aujourd'hui, vous sentez une croissance des entreprises de technologie qui sont pas forcément des entreprises qui sont des entreprises industrielles, mais des fabricants de logiciels, de solutions en ligne, de modes de solutions de guidage, etc. Vous avez ce genre d'entreprise aujourd'hui, ou vous restez encore très ancré sur le côté plus service et industrie? Non, on va rester dans notre métier qui est celui de la réparation et du service. Mais là, non, ça c'est un peu plus complexe. Vous savez, aujourd'hui, un peu entre guillemets, la problématique, c'est on va prendre le modèle Tesla puisque c'est le modèle qui a fait le plus de buzz aujourd'hui, qui continue. Aujourd'hui, vous êtes carrossier, vous voulez travailler sur une Tesla, vous pouvez pas. Un carrossier classique ne peut pas. C'est-à-dire que des petites réparations annexes, on peut le faire, mais dès que vous démontez un élément, ils le savent, ils sont au courant, et du coup la garantie peut sauter. Et il faut obligatoirement passer par une formation et par un petit billet d'entrée, gentil, d'à peu près entre 100 et 150 000 euros, pour commencer à travailler sur Tesla. Donc vous voyez, la crainte que moi j'aimais, encore une fois, quand je fais mes réunions, où là j'en profite aussi pour en parler, c'est que le modèle Tesla soit reproduit à l'identique sur d'autres constructeurs, qui vont dire qu'aujourd'hui, j'ai posé la question à un des responsables de chez Renault, est-ce que vous n'allez pas adopter le même modèle que Tesla? Et il m'a dit, c'est quoi le modèle Tesla? Ben je lui ai dit, le modèle Tesla, c'est tout simplement 150 000 euros quoi, pour travailler, avoir le droit de travailler sur les voitures. Et Renault, la crainte qu'on peut avoir, c'est Renault, Peugeot puissent se dire que on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on va être obligé de passer par le constructeur pour avoir l'agrément de pouvoir travailler sur ces voitures. Ce qui explique la différence de prix monstrueuse entre parfois les carrossiers agréés Tesla et un carrossier non agréé Tesla pour la même réparation. J'ai vu des exemples récemment totalement hallucinants en préparation de cet entretien. Et j'ai vu notamment un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il avait fait faire un devis chez un carrossier agréé Tesla pour quelque chose somme toute assez banal. Le devis était de 9 000 euros et il a fait faire la réparation chez son carrossier 600 euros. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est peut-être un peu exagéré, et je pense qu'il y a forcément d'autres choses. Je pense qu'après, voilà, je prendrai pas parti sur ça parce que c'est toujours, il faut voir. Moi, je défends toujours des dossiers avec des deux parties. De savoir comment ça s'est fait, mais de 600 à 9 000, ça me paraît un peu exagéré parce qu'en fait, déjà, moi, ça m'étonne pas en fait. Si le travail était posté sur une partie structurelle, c'est sûr et certain que le carrossier pouvait pas le faire. Ou il l'a fait, mais malheureusement il l'a fait avec son bon vouloir et sans prendre en compte qu'il y a une partie structurelle et que derrière, faut savoir que dans notre métier, on a ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Et que si demain il arrive quelque chose sur cette voiture qui n'a pas été faite par quelqu'un qui est spécialisé et agréé, l'obligation de résultat du travail qui a été fait, s'il n'a pas été fait dans les règles de l'art, c'est fini. C'est comme dangereux. Il y a des parties structurelles sur des voitures où il faut pas jouer. Donc Tesla, faut savoir qu'il y a des parties structurelles qui sont importantes pour celle de protection de la batterie. Là aussi, il faut pas faire n'importe quoi. On est tenté en tant que carrossier à découper. C'est de l'aluminium, on sait faire. On le faisait aussi dans ma carrosserie. Bon, maintenant, je suis en retraite, j'ai vendu, mais je n'aurais jamais pris le risque, moi, malgré qu'on fasse de belles voitures de haut de gamme chez moi, de prendre le risque d'aller faire une voiture comme celle-ci si je n'avais pas l'agrémentation pour le faire. Et parce que c'est
encore une fois, on est sur une partie haute, très haute. Vous savez, plus de 400 volts. Faut pas jouer, quoi. C'est la vie des gens qui sont en jeu. Et encore une fois, je me méfie un peu de ces interprétations 600 à 9 000 euros. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie justement de votre métier et des actions et des missions de Mobiliance. C'est aussi de sensibiliser vos adhérents à ce type de problématique. Toujours. En fait, on est là pour aider. On est là pour accueillir, pour aider, au quotidien, pour leur transmettre toutes les connaissances que l'on a nous en amont, puisqu'on a accès à beaucoup de constructeurs qui nous donnent des informations et on répercute au terrain. On les accompagne au quotidien, on les accompagne pour beaucoup de choses. En fait, on leur explique toujours qu'il y a des droits et des devoirs. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut et sous prétexte de dire on fait partie de Mobiliance. On a des codes bien précis à ce niveau-là. On réglemente bien tout ce système parce il faut pas que ça parte dans tous les sens. Hein. On est quand même des professionnels avant tout. Donc voilà, la voiture électrique ne fait pas peur, hein, quelque part. Ok. Si vous le voulez bien, on va passer aux questions des auditeurs. J'ai 5 questions qui sont arrivées là assez rapidement, de ce qui montre l'intérêt des auditeurs du podcast pour votre activité, votre mission. Alors, elles sont un peu en vrac et je les ai pas écoutées avant, je les ai parcourues. Alors, si le son est pas terrible, pardonnez-nous, mais on va faire avec. Allez, c'est parti. Bonjour, Roland de Grenoble. Par rapport à la migration du savoir-faire de l'automobile, je suis de Grenoble et dans les années 80-90, on a vu toute l'électronique partir dans les pays de l'Est ou la Chine. Et du coup, il y a une nouvelle ère qui est arrivée avec la microélectronique. Donc Grenoble est devenu le nouveau bassin de la microélectronique, le Silicon Valley un peu à Grenoble. Et là, pour l'automobile, on voit la même chose arriver avec Vercor qui s'est implanté à Grenoble pour développer les batteries, le CEA aussi. Et il y a vraiment beaucoup de métiers qui ressortent vers les nouveaux métiers de l'automobile. Est-ce que pour la microélectronique, par exemple, il y a eu des formations qui ont été créées pour aller dans cette nouvelle ère? Est-ce que pour l'automobile, ça serait également prévu? Voilà. La microélectronique, en fait, il parlait des calculateurs, je pense surtout toute la partie, on parlait d'injection de calculateurs. Chez Mobiliance, il y a aussi à l'ANEFA et on a quelqu'un chez nous spécialisé qui est à Marchebala, qui travaille avec nous aussi sur la session de créance. C'est une autre application, mais lui il travaille sur le recodage des boîtiers. En fait, notre problématique, nous, dans l'automobile, lorsqu'il y a un accident ou même dans la prévente, il faut des fois reprogrammer les airbags, reprogrammer les boîtiers. Tout ça, c'était protégé par les constructeurs, c'était très complexe. Effectivement, dans certains pays, ils peuvent se permettre de le faire. Nous, en France, malheureusement, non, on n'a pas le droit. Mais c'est réglementé et on a justement ces formations qui sont là pour les régulations des boîtiers, la reprogrammation des boîtiers après un choc, la reprogrammation d'un boîtier d'injection, de refaire des clés, ne serait-ce que de reprogrammation des clés. Ça fait complexe dans un certain moment. Maintenant, ça y est, on a accès à toutes ces informations et bien sûr, on a des formations qui sont faites pour ça, pour nos métiers. Donc oui, Mobiliance est aussi actif au niveau de l'électromobilité et cette nouvelle. C'est pas une nouvelle technologie en fait, hein. On ne fait qu'évoluer avec l'évolution, tout simplement. Donc oui, on propose. Bonjour, c'est Luc de Nîmes. Pour la construction, le problème ne risque-t-il pas de venir de constructeurs qui, comme Tesla, réaliseraient des véhicules en quelques pièces seulement avec d'énormes presses, d'où peu d'entretien par la suite? Tesla, d'ailleurs, aurait un département étudiant comment supprimer l'entretien. D'où quasi-impossibilité de réparation. Cette quasi-disparition des ateliers risque-t-il pas d'entraîner des problèmes de sécurité? Merci de votre réponse. Alors ça, c'est ces fameuses méga presses qui existent aujourd'hui. Ouais. Effectivement, Tesla est un précurseur comme dans beaucoup de choses. Là où on essaye d'aller au plus loin, alors on sera pas tout seul. Sachez que la FEDA, la Fédération des équipementiers, le fait aussi, puisque forcément il y aura plus de pièces détachées. Sachez que quand on a une partie structurelle d'une coque, vous avez possibilité par exemple de reprendre sur un choc latéral
d'avoir un tour de caisse, de pouvoir découper les bas de caisse, de couper les pieds milieux, de pouvoir raccorder tous ces pièces-là. Alors ce sont des process avec des bien spécifiques, ce qu'on appelle les THLE, des taux à très haute élasticité. Ouais. Donc effectivement là aussi c'est bien protégé. Il y a des parties structurelles qu'on peut changer, d'autres qu'on ne peut pas. Il y a des constructeurs qui le donnent, d'autres non. Bon après voilà, c'est chacun décide en fonction de des affinités qu'ils ont avec la sécurité. Maintenant Tesla, il est vrai que dans sa partie presse, ce sera une partie structurelle monocoque, mais vraiment monocoque, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de possibilité de changer sur un bas de caisse. Donc imaginez, c'est-à-dire que un bas de caisse enfoncé sur un choc latéral avec un pied milieu, c'est pas le bout du monde. On sait faire, hein, c'est vraiment voilà, c'est notre métier. Mais demain, on n'aura plus. C'est pas qu'on ne saura plus, c'est qu'on ne pourra plus. Ouais. Et c'est effectivement, monsieur a raison. Sachez qu'on est on est dessus. On aura déjà rencontré les pouvoirs publics et l'autre organisme qui est donc celui de la distribution, hein, ce qu'on appelle la FEDA, est aussi dessus puisque forcément ça va rejouer sur les pièces. Il y aura plus de pièces détachées. Donc là aussi, on va avoir un manque à gagner et tout ça. Bon, et je sais que apparemment Tesla va commencer à faire des petits. Mais bon, on est sur le coup. On essaie de faire avec nos moyens aussi. Donc vous êtes vigilant sur ces points. Très vigilant. Question suivante. Bonjour, Johan de Laval. J'ai jeté un œil sur le site internet de Mobiliance et je vois que la mission de Mobiliance ou les missions de Mobiliance, c'est de défendre les intérêts de la profession et puis de mener une prospective sur les métiers de l'automobile. Et moi, ce que je ressens de la communication de Mobiliance et notamment de son président, c'est beaucoup de réticence quant à l'électrification. Alors que ce que je vois, moi, en tout cas dans mon métier, c'est énormément d'opportunités de l'électrification dans les métiers. Enfin, il y a beaucoup d'opportunités business et donc de création de métiers par derrière. Et j'aimerais savoir pourquoi le ressenti, pourquoi on peut avoir ce ressenti-là d'une grande crainte de l'électrification, alors qu'en fait c'est un fort pourvoyeur de nouveaux business pour les métiers de l'automobile. Merci, à bientôt. Peut-être mauvaise presse, on n'a pas bien su faire, mais non, pas du tout. Hein. On est vraiment axé. On est là aussi pour l'électrification. La preuve, c'est qu'on a rentré quand même dans notre syndicat le métier des rétrofits. Donc on est vraiment là. Non, il y a aucun souci par rapport à ça. Alors, je pense que voilà, peut-être que voilà, on ne s'est pas bien exprimé à ce niveau-là, mais on est parfaitement en raccord avec l'électricité. De toute façon, on peut pas aller contre le progrès. On peut justement, soyons encore plus forts en l'accompagnant plutôt qu'en laissant de le rejeter. Donc on accompagne pour pouvoir nous aussi dire au pouvoir public, effectivement, on va accompagner pour les bandes de recharge. Vous voyez, on est dessus. On va accompagner pour la formation. On accompagne pour la mise en place de tout le process de réparabilité de la voiture électrique. On est dessus. On va pas se voler à la face. Le monde change, il évolue. Nos métiers vont évoluer avec, et puis on trouvera. Il y aura forcément des nouveaux métiers. Le gars qui réglait les carburateurs à l'époque, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui il règle l'injection et demain il réglera les problèmes électriques sur. Il va évoluer, il va changer. Il y a des formations qui sont faites pour ça. En fait, le seul problème de l'électrification, c'est de l'électricité et de la voiture électrique, c'est qu'il y a eu un engouement très rapide, mais on en paye un petit peu les conséquences. D'ailleurs, quelqu'un vient d'en payer les conséquences, c'est le patron de chez Hertz, hein, vous avez vu. Ouais. Il s'est un peu loupé dans l'électrification. Ils en ont enlevé 26 000 voitures. Moi-même, quand je suis en déplacement, je loue pas une voiture électrique. Parce que si je reste dans le coin à 50-100 km, c'est bien. Mais s'il faut faire 300 ou 500 km, j'ai pas le temps, quoi. Malheureusement. Mais ça évolue. Je roule en électrique. J'ai une voiture électrique et une voiture hybride. Voilà, les deux n'ont pas la même vocation à conduire, donc d'utilisation. Donc voilà. Après, je pense qu'on va bientôt, quand on aura 700-800 km d'autonomie, les batteries vont évoluer aussi. On le voit bien, ça évolue. Hein. Donc il y a pas de raison de s'inquiéter. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à ces questions tout à fait de façon tout à fait spontanée, alors qu'on n'avait rien préparé. Écoutez, j'allais vous poser la dernière question, mais vous y avez déjà répondu. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Donc la réponse est oui, apparemment. Et oui, depuis les premiers, ça fait 6 ans. En fait, moi, quand je travaillais, donc mes établissements étaient en hyper centre-ville et moi, je suis à excentré. Et du coup, pendant 6 ans, je roulais. On va pas donner de marque, si on peut. Petite Zoé, quoi. La petite Zoé, sympa, très très bien au quotidien.
Par contre, la petite Zoé, quand je partais avec 300 km d'autonomie en allant à Metz, où il y avait 60 km à faire sur l'autoroute, quand je revenais, j'avais fait 100 km et il m'en restait 30, quoi. C'est là, le seul problème, il est là. Donc là, aujourd'hui, maintenant, j'ai repris une voiture hybride, donc voilà, les deux énergies. Mais voilà, et encore, sachant qu'aujourd'hui, on est encore, vous voyez que le diesel marche encore bien, puisque le diesel est passé un peu devant l'électricité. C'est un peu le petit yo-yo, quoi. Ouais. Mais sachez une chose, c'est que voilà, pour parler, faire une conclusion sur ce métier, on a un parc vieillissant de à peu près 12 ans là, vous voyez, entre 12 et 12 ans et demi. 12 ans et demi, ce qui fait que 12 ans. Si on parle en 2035, il y aura plus de fabrication, on va rester sur un delta pareil de 12 ans. Donc voire peut-être même un peu plus. Si vous voulez 2035, ça va devenir en 2047. On a encore le temps de voir venir, hein. Et je pense que là, ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui reviennent en arrière. En 2035, je pense l'échéance va être un petit peu plus augmentée parce qu'on n'est pas vraiment tous prêts. Vous y croyez ça? Est-ce que les Espagnols en sortent, les Allemands en sortent tout doucement. Je pense qu'il y a eu un engouement un peu écologique et qui est un peu logique, hein, normal au départ, mais on se rend compte qu'en fait non, c'est pas si écologique que ça, quoi. Quand on va regarder comment est produit la batterie. Après, je me fais pas l'avocat du diable, bien au contraire. Ouais, c'est un autre débat. On sait que de toute façon, sur l'entièreté du cycle de vie de la voiture, de la construction à la casse, la voiture électrique est plus écologique que la voiture thermique, quels que soient les cas de figure. Alors, il y a débat. Est-ce que ça émet entre 2 et 5 fois moins de particules carbone sur la durée de l'existence de la voiture? Mais en tout cas, il y a plus vraiment de débat là-dessus. Après, il y a d'autres débats sur effectivement. Une voiture propre, ça n'existe pas. On est bien d'accord. On est bien d'accord aussi qu'on délocalise un petit peu la pollution à notre profit, etc. Et ça, c'est d'autres débats. Oui, on pourra parler des centres VHU. Et dans ce cas, ça sera avec Patrick Poincelet, notre président des centres VHU, des contaminations. Donc là, on peut aussi voir avec lui. Mais c'est vrai que leur problématique aujourd'hui, elle est le stockage des batteries, quoi. Parce que voilà, nous. En thermique, on sait très bien que les moteurs sont recyclés, tout est recyclé. En électrique, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ça va venir. Oui, les filières de recyclage de voitures électriques sont déjà très très actives et très efficaces, et notamment sur les batteries. Les batteries, elles ont 3 vies en fait aujourd'hui. Et du coup, voilà. Ouais. Elles peuvent avoir aussi elles peuvent avoir une vie aussi au niveau des capacités de charge qu'elles ont, parce que il y a quelque temps, un ami a pris une voiture de batterie électrique. Il a mis chez lui dans une salle, il a fait cloisonner, mais pour sa maison annexe de campagne, et avec des cellules photovoltaïques. Et il a bien sûr un onduleur, tout est prévu par un électricien. Et en fait, il récupère l'énergie directement sur cette batterie, qui était normalement plus destinée à rien, puisque à 80% de capacité, on peut plus utiliser la batterie, on peut plus la vendre. Mais là, on peut l'acheter dans un centre VHU, et il l'a mise, et il est en totale autonomie. Donc vous voyez, Tesla le fait aussi, hein, il vend aussi des batteries qu'on met chez soi, qui puissent emmagasiner et récupérer l'énergie. En stationnaire, et puis il y a aussi toutes les questions d'évolution avec le V2G, la recharge à partir de la voiture qui va redistribuer bien sûr au réseau ou à d'autres. On s'est un peu moqué d'Agnès Pannier-Runacher quand elle a dit on va brancher nos voitures électriques et redistribuer dans le circuit, mais oui, tout à fait. On peut très bien passer, ça se fait, hein. Moi, je peux recharger. Là, si je suis embêté avec mon téléphone portable, j'ai pas de recharge, mon portable, mon ordinateur est chargé, je peux recharger mon portable par le biais de mon ordinateur. Donc, c'est un transfert d'énergie, ça c'est très bien. Donc voilà, soyons ouverts. Et nous y sommes à Mobiliance. Mais toujours en vigilance. Très très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Donatien. Mais je vous en prie. Je rappelle que vous êtes président national du métier de carrossier pour Mobiliance. Merci beaucoup.